Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure de liste. Dans d'autres langages, on parlera plutôt de tableau. Donc une liste, c'est une structure de données fondamentale, en Python en particulier, et c'est censé représenter une succession d'objets. Donc ces objets seront accessibles par des indices entiers de manière directe, et la liste pourra être modifiée. Donc je vais donner un exemple d'une liste d'entiers. Donc je vais écrire les entiers en fait, par exemple, je sais pas, 45, 2018, 50, 81 et puis 36. Donc ça, ce sont les différents entiers de ma liste. Et en fait, pour la représenter, je vais les placer entre crochets. C'est comme ça la syntaxe. Et donc ça, c'est une liste. Je peux l'afficher. Je peux aussi, c'est un objet, je peux la référencer dans une variable, disons L, et à ce moment-là, je peux afficher L. Voilà. Donc ça, c'est une liste de 5 objets. Alors, je ne suis pas obligé d'ailleurs de mettre que des entiers, je peux aussi panacher. Je peux mettre des listes avec des flottants, par exemple, 2.01. Je peux mettre aussi des chaînes de caractères, par exemple, je peux mettre la chaîne « Bonjour » dans la liste. C'est tout à fait autorisé. Donc une liste, souvent, modélise une liste au sens usuel du terme, où l'ordre a une importance. Par exemple, si je prends les saisons dans l'ordre, je pourrais écrire une liste saison. Donc j'ouvre des crochets, et puis je vais mettre les saisons les unes après les autres, donc dans l'ordre. Donc printemps, et puis donc ensuite été, et puis donc automne, et puis hiver. Voilà. Et puis je peux afficher par exemple cette liste, et je pourrais en faire plein de choses. Voilà, hop, voilà. Dans les deux exemples qu'on vient de voir, les éléments des listes sont des constantes. Là, une constante chaîne de caractères. Ici, c'était des constantes entières, ou là, une constante flottante. Mais il est possible aussi que les éléments d'une liste utilisent une variable précédemment définie. Donc, par exemple, je vais définir une variable x égale 42, et puis je vais définir une liste dont les éléments vont dépendre de x. Par exemple, je peux prendre, je sais pas, x plus 1, et puis 10x plus 3, par exemple. Voilà, donc si j'affiche L, eh bien les objets qui figurent dans L dépendent de x, et donc ils sont variables. Ces objets ont été évalués quand la liste est évaluée, c'est-à-dire que un par un, Python, l'interpréteur Python, évalue chacun des éléments de la liste. Donc évidemment, si je change ici avec autre chose, je ne sais pas si j'écris 2016 par exemple, eh bien évidemment la liste va être mise à jour. Donc toutes les listes qu'on a vues dans ces exemples sont ce qu'on appelle des listes littérales, c'est-à-dire que ce sont des listes dont on connaît le contenu parce qu'il est directement visible, puisque ce contenu, c'est les différents éléments qui sont séparés par les virgules et qui sont placés entre crochets. Mais il existe d'autres façons de travailler avec des listes qu'avec des listes littérales. Alors, un élément très important dans les listes, c'est qu'on peut accéder à n'importe quel élément de la liste de manière directe. Alors, comment se fait cet accès? Il se fait en fait avec un numéro qui représente plus ou moins la position de l'élément dans la liste. Donc, avec une petite nuance, c'est que le premier numéro d'accès à une liste, c'est le numéro 0. C'est-à-dire que le premier indice, c'est l'indice 0, puis après c'est l'indice 1. Donc ici, 81, c'est l'élément qui a l'indice 0, ça c'est l'élément à l'indice 1, ça c'est l'élément qui a l'indice 2, ça c'est l'élément qui est à l'indice 3. Et comment dans le code on fait pour accéder par exemple à l'élément d'indice, mettons, d'indice 2? Eh bien on écrit le nom de la liste contenant l'élément auquel on veut accéder, on place des crochets, et entre crochets on
place l'indice. Donc ici, c'est l'indice 2. Donc si je fais ça, eh bien, je vais lire 65, qui est l'élément situé à l'indice 2. Alors je peux peut-être montrer une petite figure qui montre comment sont indexés les éléments d'une liste. Donc là, ici, j'ai une liste de 8 éléments, et l'indexation est la suivante. Donc là, j'ai différents éléments, et ces éléments sont indexés par 0, 1, 2, etc. jusqu'à 7. Donc on voit bien que le premier élément de la liste est indexé par 0, et alors qu'il y a 8 éléments, le dernier élément est indexé par 7. Donc je reviens à notre exemple. Donc ici l'indice c'était 2, mais je peux aussi placer donc l'indice dans une variable. Par exemple, je pourrais poser i égale, mettons, 2, et puis ici travailler directement avec l'indice. Donc évidemment ça ne changerait rien, hein, où je vais mettre plutôt i égale, je vais mettre par exemple i égale 1, et donc i égale 1, ça correspond à cet élément. Et je peux même faire d'autres opérations, hein. Je peux ici mettre n'importe quel objet, n'importe quelle expression entière. Par exemple, je peux mettre i plus 1, du moment que c'est un entier et que c'est un indice valide. Voilà, donc i plus 1, ça correspond à 2, c'est l'élément suivant de l'élément qui était ici 12. Voilà. Continuons, donc une liste permet d'accéder à son nombre d'éléments grâce à la fonction built-in, la fonction native, la fonction standard len, donc qui veut dire qui abrège length en anglais, qui veut dire longueur. Et donc c'est une fonction, donc pour accéder à la longueur de t, je mets t en argument, et si j'affiche ça, eh bien je vais avoir le nombre d'éléments de la liste t, c'est-à-dire 4 éléments. Alors les listes peuvent contenir peu d'éléments. Par exemple, une liste peut contenir seulement un élément. Donc si je retire les éléments qui sont là, et si j'affiche la longueur de t, eh bien je vais voir un élément, puisqu'il n'y a que 81 dans la liste. Et il est même possible d'avoir des listes qui sont vides. Donc je peux supprimer cet élément. Ceci est autorisé, j'ai le droit d'écrire une liste ne contenant aucun élément. Et évidemment, sa longueur, c'est 0. Voilà pour la longueur d'une liste. Alors le lien qu'il y a entre indice et longueur, j'en avais parlé déjà, j'avais montré ce schéma tout à l'heure. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les éléments d'une liste de longueur n, ayant n éléments, eh bien les indices sont, à partir du premier, c'est 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Donc attention, le dernier indice, c'est n-1. Et en particulier, une liste de longueur n ne contient jamais un élément d'indice n. Voilà. Alors, parlons maintenant de débordement d'indices. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait accéder directement aux éléments d'une liste avec un indice. Par exemple, ici, je peux accéder à l'élément d'indice 2. L'élément d'indice 2, donc il est ici, et il vaut 65. Mais que se passerait-il si, au lieu de mettre 2, je mettais un indice comme 20 ? Évidemment, il n'y a pas d'élément d'indice 20 dans cette liste. Hein. Les indices valides sont 0, 1, 2 et 3. Donc, si je fais ça, Python va être dans l'incapacité de me dire quel est cet élément, et bon, il va se bloquer, il va me lever une exception. Donc, je vais exécuter le code, et je vois donc en rouge ce message qui me dit qu'il y a donc une erreur, une exception de type index error. Qu'est-ce que ça veut dire index error ? Eh bien, ça nous est plus ou moins expliqué ici. C'est que l'indice de l'élément choisi est en dehors de la plage autorisée. Donc la plage autorisée, c'est 0, 1, 2 ou 3. Et d'ailleurs, le traceback est relativement précis. Il nous indique exactement à quelle ligne il y a eu l'erreur. Donc c'est lorsqu'on a écrit L crochet 20 que l'erreur s'est produite. Voilà, donc on parle aussi de dépassement d'indice. Et parfois en anglais, on parle d'overflow. Alors, quelles opérations peut-on faire sur, non pas une liste, mais les éléments d'une liste? Alors c'est simple, en fait, on peut considérer qu'une liste, c'est une suite ordonnée de variables. Donc ici, en fait, je dispose en quelque sorte
de 4 variables que sont t crochet 0, t crochet 1, t crochet 2 et t crochet 3. Et si je référençais les différents éléments de la liste par des variables, mettons ABCD, eh bien, toute opération que je pourrais faire avec ces variables ABCD, je pourrais les faire avec la notation t crochet indice. Par exemple, je peux faire la somme des éléments de la liste T de la manière suivante. Je fais tout simplement t crochet 0 plus t crochet 1 plus t crochet 2 plus t crochet 3. Et donc ça va me donner la somme des éléments de la liste, c'est-à-dire que ça va faire 25, 30, 35. Je l'affiche. Voilà. Donc on voit bien que les éléments d'une liste se comportent d'une certaine façon comme des variables. Alors imaginons qu'on ait une liste relativement longue qui ne soit pas une liste littérale, parce que là je vois les différents éléments de la liste, et que je veuille savoir si telle ou telle valeur est dans la liste. Donc pour notre exemple, je vais voir si 81 est dans la liste. Bien sûr qu'il y est. Alors comment on peut faire pour le savoir en Python? Eh bien, il y a un opérateur qui permet de savoir si un élément est dans un conteneur. Donc ici, cet opérateur il s'appelle in. Et tout simplement, si je veux savoir si l'élément, l'objet 81 est dans la liste L, ben j'écris 81 in L. Et ça va renvoyer un booléen qui vaudra true si 81 est quelque part dans la liste et false dans le cas contraire. Donc si je valide ici, bien sûr ça me fait true puisqu'il est dans la liste. Mais si je change le 81 par exemple en 810, à ce moment-là 81 n'est plus dans la liste et je vais avoir false. Alors il existe aussi une instruction qui est la négation de l'appartenance, qui est not in. Donc ici, je pourrais écrire est-ce que 81, chercher à savoir si 81 n'est pas dans la liste. Et donc cet opérateur, il s'écrit not in, et ça veut dire, donc, ça vaut true si 81 n'est pas dans la liste. Donc effectivement, c'est le cas, puisque 81, je l'ai fait disparaître. Là, ça va me renvoyer true. Si je fais revenir 81 en retirant le 0, eh bien, il va me mettre false. Il est faux que 81 ne soit pas dans la liste. Alors, juste faire attention avec ces deux instructions, parce qu'elles cachent une certaine complexité. Je reviens donc à mon exemple. Je vais peut-être remettre 810. Donc, pour savoir si 810 est dans la liste, qu'est-ce que l'interpréteur Python va faire? Eh bien, il va regarder les éléments de L les uns après les autres. Et il va continuer tant qu'il ne va pas trouver l'élément, et il s'arrêtera éventuellement si il est sur le point de sortir de la liste. Donc, lorsqu'un élément n'est pas dans une liste, eh bien, il faut qu'il parcourt la totalité de la liste. Et si la liste est longue, évidemment, cette opération peut être coûteuse. Donc, il faut faire attention que cette banale instruction peut cacher en fait beaucoup de calculs. On a vu tout à l'heure qu'une liste est un objet modifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux changer la valeur de un ou plusieurs éléments de ma liste. Par exemple, je vois ici que j'ai l'élément 81. Je peux changer la valeur de cet élément en mettant 1000. Donc 81, pour ça, j'ai besoin de savoir à quelle position se trouve 81, l'élément que je veux changer. Donc il est en position, enfin en indice 0, 1, 2, 3, 4. Donc, je fais comme pour une réaffectation, c'est-à-dire que si j'écris L crochet 4 égale 1000, eh bien, l'élément qui est ici, dans la liste, va être remplacé par la valeur que j'indique là, 1000. Donc pour le voir, il suffit que j'affiche à nouveau la liste et que je compare. Donc je lance l'exécution, et je vois que tous les éléments sont restés identiques, sauf le 81 qui est ici, qui est changé en la valeur 1000 à cause de cette instruction. Alors je peux même faire des réaffectations. Donc je vais reprendre le code qui est ici. Je vais le coller donc dans cette cellule. Et imaginons que je veuille changer par exemple toujours le même élément, celui qui est à l'indice 4, en 1000 fois lui-même. Eh bien donc il me suffit de réaffecter L crochet 4 à 1000 fois L crochet 4.
Alors là, si je fais ça, eh bien, le 81 qui est ici va être remplacé par 81 fois 1000, c'est-à-dire 81 000. Donc je lance l'exécution du code, et c'est effectivement ce qui se produit. Le 81 a été changé par 81 000. Donc à nouveau, on voit l'analogie avec les variables. Hein. C'est exactement pareil que si j'avais eu une variable x qui référence 81, je vais l'afficher. Et puis je vais réaffecter x à 1000 fois sa valeur. Donc j'écris x égale 1000 fois x. Et je vais afficher. Et évidemment, la variable va être réaffectée. Hein, j'avais 81 et j'obtiens 81 000.